Bon matin à tous les gens. Non, je n'ai toujours pas mis la tablette à jour. Aujourd'hui, je suis assez content. Voilà, ce fut une belle journée. En tout cas, le matin, franchement, c'est le meilleur vendredi matin que j'ai passé depuis le début de l'année, je pense. Je sais pas comment ça se fait, mais les séries, bah, je les ai très bien réussies. Genre, pour de vrai. Genre, géométrie, j'avais pas de soucis. Ça, je vais pas dire que ça coulait de source non plus, mais presque. On n'a pas eu cette série comme d'habitude. Il nous a mis un sujet d'examen, le prof. Voilà, pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Et en vrai, ça va, ça va. Les gens avaient raison, ça va. Ça va. Ensuite, en physique, peut-être parce que, voilà, même si on reste dans des trucs très, très perchés là en ce moment, je pense que j'ai quand même retaffé pas mal chez moi. J'ai bien essayé d'assimiler les cours et du coup, j'ai compris le fond. Et si vu que j'ai un peu chopé, j'imagine, les réflexes qu'il faut avoir au niveau de la résolution des problèmes, bah ça va, ça va. Voilà, c'est le plus important, ça va. Aujourd'hui, sujet un peu différent. Donc, comme j'avais dit hier, il y a quelqu'un, avant-hier, je pense, qui m'avait envoyé un message sur Insta pour savoir, pour des conseils de méthodologie en maths, et notamment en algèbre linéaire et en analyse. Donc, en gros, les deux grosses parties de cours qu'on a. Et donc, en prépa, notamment, c'est ouais, les deux plus grosses parties. Et puis, pour nous, c'est les deux plus grosses parties pour l'instant aussi. Donc, en gros, comment dire? Pour ce qui est de l'organisation générale du travail, ça, je vais dire, ça dépend énormément de toi. Ça dépend énormément des profs aussi, ce qu'ils demandent. Hein, parce qu'il y en a qui, par exemple, bon, je parle dans un cadre très général. J'essaie de me sortir un peu du cadre de juste moi, le PFL, d'imaginer un peu aussi en prépa. Il peut y avoir des profs qui demandent beaucoup d'exos à faire. Des exos surtout calculatoire. Et du coup, ça peut, bah, c'est très bien, mais parce que ça t'entraîne beaucoup à développer tous les automatismes nécessaires. Par exemple, je sais pas, pour des conneries, genre calculer des bases, échelonner des matrices, calculer les intégrales, des trucs comme ça que tu as besoin de faire mécaniquement, c'est très très bien. Mais après, dans ce cas-là, il faut peut-être plus par toi-même faire des exos qui demandent beaucoup plus de réflexion. Donc, qui font aussi appel aux notions plus théoriques et notamment à des notions, je vais pas dire transversales, mais un peu. Pas transversales entre les matières, mais plutôt entre les chapitres. Donc notamment faire beaucoup d'exos. Bon, j'imagine qu'en prépa c'est quand même le cas. Mais faire beaucoup d'exos avec, par exemple, je sais pas, des intégrales et des suites d'intégrales, des conneries comme ça. Voilà, c'est un exemple d'illustration. Et faire des problèmes plus bah, pour les prépas type concours, où vraiment tu as besoin de faire des trucs, de voir un truc très très vaste. Bon, ce que je dis s'applique forcément en toute première année, parce que vous avez peut-être pas vu assez de choses pour faire des problèmes de concours, mais quand même, si c'est dans le même style, ça peut être bien. Et du coup, inversement, si c'est des profs qui te donnent plus des problèmes type concours, bah faire quand même beaucoup d'exos répétitifs à côté pour avoir tous les mécanismes nécessaires pour arriver, je sais pas, à calculer des intégrales, tout ça. Parce que moi, c'est ça que j'avais remarqué cette année, notamment en algèbre, à l'examen par exemple. Il y avait beaucoup de choses ouais, c'était vraiment que de la répétition mécanique. Et franchement, j'avais déjà fait de l'algèbre par moi-même, l'année dernière, je crois, ouais. Et du coup, j'avais suivi un cours de CS. Donc, le cours de CS, j'avais suivi beaucoup sur les espaces vectoriels et les applications linéaires. Et du coup, c'était vraiment ça. C'était calculer, voir si une famille était génératrice ou si une famille était libre, voir si c'est une base, donner une base, des trucs comme ça. Et ça, en vrai, c'est vraiment mécanique. C'est quasiment toujours les mêmes techniques qui reviennent. Et ça, si t'en fais, après, ça te sauve le cul pour la suite. Mais voilà, je peux même pas décrire à quel point. Parce que tu gagnes beaucoup de temps après sur bah, les exos où justement tu dois faire ça, mais aussi tu dois un peu plus réfléchir derrière. Où tu dois trouver des techniques un peu bizarres, ou voilà. Donc faire des exos à la fois où tu as besoin de réfléchir et des exos où tu as besoin de développer des automatismes. Ça, c'est pour le cadre général. Maintenant, pour ce qui est des, comment dire, de la philosophie un peu, disons, de la philosophie de la linéaire, de la philosophie de l'analyse. Comment est-ce qu'il faut envisager la matière, comment est-ce qu'il faut y réfléchir. Pour l'algèbre linéaire, donc encore une fois, c'est peut-être là où où je me débrouillerai mieux pour en parler. Moi, il y a un truc qui a énormément marché, c'est de me faire une intuition géométrique. Une intuition géométrique de ce que ça représente un espace vectoriel, ce que ça représente des sous-espaces. Voilà, donc un espace vectoriel, je vois
par défaut toujours le plan, R2. Un sous-espace vectoriel, je vois une droite, voilà. Un sous-espace supplémentaire, je vois une autre droite qui n'est pas la même, du coup, qui est juste qui se croise, du coup, et du coup qui se croise forcément à l'origine, c'est pour ça que c'est des sous-espaces supplémentaires. Voilà, ce genre de truc. Parce que ça permet vraiment de développer une très très bonne intuition, notamment pour je sais pas, des applications qui deviennent un peu plus compliquées, par exemple des projections, des symétries, tout ça. En géométrie, c'est obligatoire. Mais déjà, pour l'algèbre linéaire tout court, je pense que c'est très très bien de l'envisager comme ça, même si c'est pas simple du tout au début, parce qu'on voit pas forcément d'où ça vient. Juste le nom vecteur dans vectoriel, ça nous fait penser au vecteur, mais après, quand on nous parle d'espace vectoriel de polynôme de degré infini, enfin, pas le polynôme de degré infini, mais l'espace de dimension infinie, tu vois pas le lien avec les vecteurs. Mais si juste à la place de ça, tu t'imagines comme des vecteurs que tu connaissais déjà, je pense que ça peut être vraiment un bon moyen de simplifier un maximum de problèmes dans ta tête. Après, il y a, bon ça c'est des tricks de base, mais tu peux aller encore plus loin et notamment voir d'autres choses, notamment sur les matrices, comme des changements de base, tout ça, voir par exemple le déterminant, tu peux le voir il me semble comme un facteur par lequel est multiplié du coup une surface lorsque tu lui appliques une certaine application linéaire. Voilà. Pareil pour le produit vectoriel, ça peut être représenté par des trucs comme ça. Donc à propos de ça, je vais mettre en commentaire, en description, je vais mettre une suite de vidéos d'un YouTuber anglophone qui s'appelle Free Blue One Brown, qui a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Il fait des vidéos très intéressantes sur tout, et notamment sur l'algèbre linéaire. Il a fait une suite de vidéos justement pour développer cette intuition géométrique. Et je pense que ça peut en aider beaucoup d'entre vous. Voilà, pour ce qui était de l'algèbre linéaire. Après, plus que ça, comment il faudrait l'aborder? Ouais, pour l'algèbre linéaire pure, bien apprendre un peu la définition et vraiment s'entraîner à faire des exos et développer cette intuition géométrique. Je pense que c'est à peu près le seul conseil que j'ai donné. Pour l'algèbre plus générale, si vous avez fait de l'algèbre générale avant l'algèbre linéaire, bien là c'est juste du bachotage. Ouais. Au début, c'est vraiment que du bachotage, je pense. Apprendre bien la définition, ce que c'est qu'un groupe, un sous-groupe, un anneau, un corps, tout ça. Et juste s'entraîner, voilà. Et une fois que vous aurez vu l'algèbre linéaire, ou si vous avez vu dans l'autre sens, ben vous pouvez faire des parallèles entre les deux. Notamment pour ce que c'est qu'un morphisme de groupe, tu fais le parallèle avec une application linéaire. Pour ce que c'est qu'un noyau, voilà, la même chose. Pour ce que c'est qu'un sous-groupe, un sous-espace vectoriel. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Donc, on peut, entre guillemets, garder cette intuition géométrique derrière, je pense, pour des structures relativement simples. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'algèbre. Maintenant, sur l'analyse. L'analyse, ça devient... c'est plus dur à dire. Donc, pour l'analyse, il faut vraiment... Donc, pour ce qui est des limites. Les limites, il faut vraiment, en tout moment, s'attacher à la définition de ce que c'est la limite. La définition formelle, avec l'epsilon des delta, donc avec les quantificateurs. Celle qu'on n'a pas forcément vue au lycée. Nous, on l'avait vue, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Et une fois que tu la connais, en vrai, que tu l'as bien assimilée, que tu sais que tu vois vraiment, vraiment ce qu'elle représente, que tu as dans ta tête le schéma avec tous les points de la suite qui, du coup, se rapprochent de plus en plus de la valeur de la limite, et bien là, tu pourras avancer beaucoup plus vite. Je dis pas que ce sera simple parce qu'il y aura forcément des abstractions de trucs qui sont très bizarres, mais il faut déjà partir très 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 bien sur les concepts de base, comme le concept de limite, et ensuite construire petit à petit. Si vous voyez très bien ce que c'est qu'une limite, ça marchera. Ensuite, pour une suite, une suite c'est pas très compliqué à avoir. Pour ce qui est par exemple des fonctions, une fonction, c'est pas très compliqué à avoir non plus, mais pour tout ce qui est notion de continuité, pour tout ce qui est notion de dérivabilité. Là aussi, il faut quelque part avoir ces notions de, je ne vais pas dire géométriques, mais il faut représenter quelque part la courbe dans ta tête. Il faut que tu puisses représenter la courbe et que tu te dises, ah ouais, mais du coup, la dérivée c'est la pente, est-ce que la pente, elle peut augmenter comme ça? Qu'est-ce qu'elle vaut exactement? La continuité, c'est une courbe, et du coup, si elle continue, tu peux la tracer sans lever crayon, ce genre de truc. Et il faut vraiment voir cette courbe, au-delà juste de ce qu'elle représente avec un trait de crayon, il faut vraiment voir dans le détail. Ça veut dire,
On fait du calcul infinitésimal, hein, ça s'appelle comme ça pour une raison, parce que ça s'intéresse à l'infiniment petit. Ça s'intéresse aux points très 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 proches les uns des autres. Donc il faut vraiment, entre guillemets, voir cette courbe et dans ta tête, zoomer et voir vraiment tout près d'un certain point, qu'est-ce qui se passe. Et autour de ce point, tu vois, en fait, ouais, ça revient beaucoup à la définition de limite. Hein. C'est pour ça qu'il faut très très bien connaître la définition de la limite, que ce soit pour une suite ou pour une fonction. Parce que tout part de là, très clairement. Tout part de là. Ouais, pour la continuité, la dérivabilité, tout ça. Et ensuite, oui, moi, c'est vraiment ce qui a marché en tout cas. Voir géométriquement, voir visuellement le pourquoi du comment. Parce que par exemple, quand on te dit, tu as une fonction définie sur l'intervalle AB, pas en A et en B, et qui en A tend à plus l'infini, et en B aussi. Il faut que tu montres que la dérivée, ça peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Ah, t'es bien emmerdé. Hein. Oui, la fonction est dérivable aussi sur cet intervalle. T'es bien emmerdé. Mais en fait, il faut vraiment voir ce que ça veut dire. Si ta courbe, la fonction, elle fait ça, ça veut dire que ta pente, tu sais quoi, je vais peut-être dessiner, hein, ça peut peut-être être plus bien. On va dessiner comme on peut. Si ta courbe, il y a deux trucs marqués, c'est pas grave. Si ta courbe, elle fait ça, je vais essayer d'éviter les reflets, ça veut dire que lorsque tu prends la pente à un certain point, par exemple ici, elle va avoir 0, mais ici, étant donné que ça tend à plus l'infini, tu vas pouvoir prendre une pente qui est beaucoup plus raide dans ce sens. Ici, de la même façon, pour une pente qui est beaucoup plus raide dans ce sens-là. Et au final, si juste tu imagines ta dérivée, en fait, elle va, lorsque tu prends dans n'importe quel point de l'intervalle, elle va faire ça, à peu près. Et du coup, tu vois bien que le coefficient directeur de ta droite, de ta tangente, qui va être le nombre dérivé, en fait, il va varier de moins l'infini à plus l'infini. Et donc comme ça, avant même de voir forcément comment partir, tu acceptes déjà le résultat. Et c'est, je pense, une grande étape. Parce que ça te permet vraiment de visualiser le pourquoi, du comment, puis après, ça peut donner des idées. En l'occurrence, là, c'était pas forcément un problème compliqué si juste tu utilisais tous les théorèmes que tu avais en cours. Donc notamment le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, le TAF, le théorème des accroissements finis. Ouais, là, on retombe dans un peu des trucs de répétition. Juste connais bien ces théorèmes et ensuite tu les appliques dès que tu reconnais, je sais pas, un cas où tu as une fonction qui vaut un truc en dessous de 0, un truc au-dessus de 0, il faut montrer que ça vaut 0. Voilà. Donc ça va dans tes connaissances. Mais ensuite, la manière dont tu peux voir lorsque tu dois utiliser ça, je pense que ça vient avec tout ce qui est interprétation géométrique et vraie compréhension du problème et visualisation du problème. Voilà, la vidéo commence à devenir très longue. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui m'avait posé. Si ce n'est pas le cas, je réfléchirai et je referai des vidéos. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui m'ont écouté, c'est 13 minutes 50 presque. Et bien, je vous dis du coup, bonne soirée, bon week-end. Abonnez-vous. Avancez à la PFS sur Insta aussi. Et je vous dis à lundi. Ciao.